Après 2 ans et demi de chantier, la tour Perret se dévoile enfin aux yeux de toutes et tous. Elle est belle, hein? Alors aujourd'hui, on décrypte tout ce qui se voit, son épiderme, sa couleur, ses bétons, et même les règles du patrimoine qu'il a fallu respecter et parfois transgresser. La Charte de Venise encadre la restauration des monuments historiques. Elle recommande de respecter l'œuvre artistique et historique du passé sans proscrire au style d'aucune époque. Elle n'oblige pas mais fait appel à une responsabilité morale grâce à un ensemble de principes formulés sur le plan international. Restaurer la tour Perret signifie donc conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument dans la mesure du possible. Donc sur la tour, on a bien vu que dès le début, c'était la question des piliers principaux, de la structure primaire. Et donc de manière très délibérée, assumée, on a dit qu'il faut changer les piliers principaux dans la mesure où on n'est pas capable de manière pérenne de les faire durer. Réparer le béton pour garantir sa durabilité, c'est le travail réalisé par l'entreprise Frestini. Avec une recette spécialement formulée pour le chantier, parfaitement compatible avec l'ancien béton et projetée par air comprimé pour assurer une excellente adhérence avec le support d'origine. Les piliers ont été reconstruits, les fondations ont été reconstruites et on arrive dans le subtil. Et là, tout un tas de questions se posent. Quelle était sa couleur d'origine? Comment les bétons prenaient-ils la lumière? En gros, comment faire pour se rapprocher le plus possible de l'esthétique de 1925 avec les techniques et le savoir moderne? On a choisi un mode de réalisation de ce béton qui est le béton projeté. On l'a travaillé par des impressions de planches pour que ça se raccorde avec le traitement d'origine et une désagrégation contrôlée en sablant le parement du béton neuf pour qu'en termes de texture, on se rapproche de l'accroche de la lumière du béton d'origine. Il y a des bas-lèvres, il y a des creux des bosses, même bien que ce soit sur du béton neuf. Il y a différentes démarches pour une mise en teinte. Soit effectivement, on repeint l'intégralité du monument et après c'est le temps qui va faire les choses, qui va se patiner avec un certain délavement, avec les intempéries. François Botton a décidé de faire des retouches ponctuelles en fonction des zones, en s'adaptant en fonction des orientations. Des parties qui vont être très délavées, voire même peut-être même brutes de décoffrage qu'on ne va pas toucher. Et puis d'autres qui ont été un peu plus protégées. Et là, il y aura des peintures un peu plus vives. Voilà. On travaille dans les plus beaux monuments de la région, donc on n'a pas à se plaindre. Donc, il y a des phases plus ou moins dégradées. On conservera ces dégradations différentielles, de manière à ce qu'on reste dans une logique compréhensible mentalement, qu'effectivement on a des choses qui sont neuves, mais on se rapproche légèrement de ce qui a été fait à l'origine. Un procédé qui recrée les marques du bois sur le béton, un badigeon qui reprend la teinte originelle, un sablage qui accroche la lumière, les équipes ont su atteindre l'ambition initiale, donner à l'édifice sa superbe d'origine tout en garantissant sa solidité. Les réparations se voient de près et s'effacent de loin, fidèles à l'esprit de toute restauration d'un monument historique. Je suis assez serein sur le fait que ce que l'on livrera sera défendable intellectuellement et appréciable visuellement dans la mesure où l'identité du monument sera préservée. La tour est désormais prête pour recevoir ses ascenseurs et se prépare à accueillir petit à petit son public. A très bientôt pour un prochain épisode de cette série dédiée à la restauration de la tour Perret.